Bonjour à tous. Bienvenue à tous et à toutes pour cette journée d'études sur l'expédition scientifique de Morée. Donc, comme vous le savez, et l'ambassadrice nous en dira quelques mots dans quelques instants, l'expédition scientifique de Morée est un grand moment de la relation franco-grecque, puisque à la suite de l'expédition militaire qui fut décidée et commença en 1828, la France décida d'envoyer un corps de scientifiques en mars de 1829. Et donc, c'est l'œuvre de cette expédition scientifique que nous allons, j'allais dire, aborder aujourd'hui, avec un programme très intéressant, puisqu'on aura une première introduction de l'œuvre de la mission scientifique de Morée par Yannis Saitas, puis une session sur le travail cartographique avec plusieurs intervenants de haute qualité, une session sur les sciences et vie de la vie et de la Terre, une troisième session sur l'histoire et l'archéologie, et enfin une quatrième section assez, j'allais dire, novatrice, puisqu'on passera du passé et des cartes du passé à la révolution cartographique du XXIe siècle, avec justement des intervenants qui nous présenteront diverses innovations dans le domaine de la cartographie en lien avec cette expédition scientifique de Morée. Mais sans attendre, je passe la parole à l'ambassadrice de France en Grèce, Madame Laurence Auer. Merci. Madame la directrice de l'Institut français de Grèce, chère Maria Wadjini, Monsieur le directeur adjoint de l'Institut français de Grèce, cher Mathieu Abgral, Monsieur le directeur des études du moderne, cher Gilles Le Rappert, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi à la fois un très grand honneur et un très grand bonheur d'être parmi vous, les grands spécialistes de l'expédition de Morée, pour cette journée qui est dédiée à la partie scientifique de l'expédition. C'est un sujet qui m'occupe depuis mon arrivée, sur un plan évidemment historique, mais aussi tant les aspects politiques, militaires, mémoriels sont au cœur de cette amitié profonde qui nous lie entre la France et la Grèce. Tout est souvent parti du Péloponnèse et de cette première expédition du général Maison. En mettant une commémoration de l'expédition de Morée à l'honneur, nous voulons conjuguer un souvenir à la fois historique, mais montrer que la passion scientifique n'a jamais été loin du souvenir et qu'aujourd'hui, c'est une passion commune qui nous meut et qui nous permet d'avancer encore ensemble dans notre monde moderne, scientifique et cartésien. Je voudrais remercier les partenaires. D'abord, le grand honneur que nous fait le président de la République, le président de la République hellénique, Tassoulas, qui a donné le parrainage à notre travail sur 3 ans. C'est très important, c'est symbolique. C'est aussi la marque que les institutions grecques sont avec nous dans cette réflexion sur l'histoire du pays et l'histoire partagée. Évidemment, Anna Vassi, et merci beaucoup à l'ensemble des chercheurs et des scientifiques qui sont présents aujourd'hui pour notre réflexion. Alors, quelques mots sur le cadre qui nous a finalement conduit à monter cette journée. 1821, on l'a beaucoup célébré en 2021. C'est un esprit de lutte qui n'est pas isolé dans cette période, dans cette partie de l'Europe. C'est le grand moment de la lutte des indépendances et du début de l'émancipation par rapport à l'Empire ottoman. Cela mobilise les armées. Bien sûr, à l'époque, les armées ne sont pas en Grèce, mais c'est surtout un mouvement de sympathie morale, philosophique, issu du siècle des Lumières, vous le savez autant que moi. J'ai relisé de la Grèce la préface que Chateaubriand a refaite de son livre en réécrivant après l'expédition de Morée
la préface de sa relation de voyage, et on voit bien que c'est un esprit, un élan puissant qui traverse les frontières et qui est nourri pour une admiration de l'Antiquité grecque, bien entendu, un idéal de lumière, mais aussi la volonté de voir renaître un État qui est un État structuré. Et je suis toujours surprise quand je regarde l'expédition de Morée dans son détail pour comprendre que, au-delà du bicentenaire de ce qu'on va avoir en commémoration de la bataille de Navarin, l'année prochaine, la chute de Missolonghi, la résistance, il y a toute une structuration d'un État moderne qui part de cette expédition de Morée. Alors, vous connaissez tous la bataille de Navarin. J'étais hier au téléphone avec mes amis de Pylos parce que nous arrivons proche de l'anniversaire. Les flottes européennes défont l'escadre turco-égyptienne. C'est un moment à la fois symbolique, mais c'est surtout pour nous, dans notre journée, le début de l'engagement de l'expédition militaire du maréchal Nicolas-Joseph Maison, qui va s'installer durablement. Entre 28 et 33, il reste jusqu'à ce que l'évacuation du Péloponnèse par les troupes d'Ibrahim Pacha soit actée. Et nous avons 12 000 soldats dans cette expédition qui va très rapidement amener derrière cette réflexion sur l'appui à l'indépendance de la Grèce, une réflexion beaucoup plus vaste qui avait été aussi celle de l'expédition d'Égypte, sur l'idée qu'au-delà de la fraternité d'armes, on va amener du progrès. C'est le grand siècle, le 19e siècle, de l'idée que l'on va avoir un engagement avec des ingénieurs, avec bien sûr les cartographes, vous en parlerez mieux que moi, mais aussi un engagement scientifique. Donc, dans cette première réflexion, je voulais dire que c'est un legs intellectuel durable que nous avons créé ensemble entre Grecs de l'époque et Français, et qui va conduire à ce qu'il y ait 19 savants français envoyés sur place, évidemment des botanistes, des naturalistes, des ingénieurs, ceux qui vont commencer à faire les plans du Péloponnèse. La lecture des cartes de l'expédition de Morée est fantastique parce qu'on a l'impression d'un rationalisme extrêmement puissant qui va permettre aussi de réfléchir à l'alliance entre le militaire et le scientifique. Je rappelle toujours que dans nos écoles militaires, on a des écoles d'application qui sont des écoles extrêmement précises d'ingénierie, et que après, pendant tout le XXe siècle, nos corps expéditionnaires construisent des routes. Souvent, ils les laissent, et des trains, comme on le voit ici en Grèce, dans le nord de la Grèce. Alors, bien sûr, l'archéologie, cher Gilles de Rapert, et toutes les recherches qui partent de l'expédition de Morée, la grande redécouverte de la Grèce part de ce moment-là, mais aussi les botanistes, le naturaliste Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent. Je les cite parce que si vous regardez l'histoire de l'Académie et de l'Institut de France, parfois ce sont des scientifiques qui ne sont pas de premier plan, mais qui sont extrêmement importants dans tout le 19e siècle et qui se livrent une course extrêmement violente avec l'ensemble des autres académies européennes, en particulier dans la cartographie et dans la publication. Donc, il y a une certaine idée de la valeur du savoir de la France, une idée positiviste qui va après aussi nous intéresser sur un plan de la philosophie, mais aussi une réflexion sur la construction d'un État indépendant grec avec... Là, il n'y avait pas encore les juristes, mais on le sait assez vite, entre la France et la Grèce, il va y avoir une codification du droit. Je pense aujourd'hui à tout le débat sur, par exemple, le cadastre ou le code civil et le code pénal, et ce lien juridique qui nous lie si fortement entre la France et la Grèce. Alors, je ne reviendrai pas sur le philhellénisme parce que beaucoup de choses sont faites sur ces anniversaires. Un musée s'est ouvert. Il y a énormément de liens qui sont relatés, magnifiés, puis qui sont aussi idéalisés. Je citerai plutôt le bagage scientifique, donc les cartes, les fouilles,
l'exemplaire qu'on peut découvrir à l'École française d'Athènes, qui montre cette espèce de fondation, de démarche d'un savoir partagé. Et puis, on voit aussi qu'à partir de ce travail de scientifique, on élabore des bases d'un lien politique, puisque Ioannis Kapodistria, et puis après on pourra en citer de nombreux politiques, vont utiliser ces bases scientifiques pour constituer des bases d'État moderne petit à petit. Bien sûr, les sections d'architecture, de sciences physiques, de zoologie, de géologie sont à noter. Le meilleur de la France, je disais, ils ont peut-être été oubliés, mais en vérité, c'est le meilleur de la France qui arrive en Grèce. C'est de nombreux volumes de résultats qui sont publiés et qui circulent dans tous les cercles savants européens. Je parlais de la compétition avec nos amis britanniques, qui sont pourtant dans l'expédition de Morée à Messoni, avec nous à Pylos, mais c'est nous qui restons, et nous restons aussi avec un legs de valorisation de cette culture antique, et aussi d'instruments de diplomatie culturelle. Alors, bien sûr, soldats, techniciens n'auraient pas pu fonctionner sans les médecins. J'ai découvert dernièrement qu'on avait créé un institut Pasteur et un hôpital en Grèce en 1920. Donc, je vois que l'esprit français avait même touché ce sujet-là. On vaccine énormément de monde dans l'expédition de Morée. On réfléchit aux maladies, bien sûr à la malaria, à la fatigue. Et je veux citer ici tous nos monuments aux morts, puisque de nombreux Français sont décédés dans cette expédition et dans cette aventure du 19e siècle. Nous avons rien que à Kalamata, dans la rade de Navarin, à Nomili et sur Djalova, des cimetières qui sont là pour témoigner. Notre journée, pour finir, je voulais vous le dire, est évidemment un double objectif: honorer le passé, rappeler les bases de notre lien franco-grec, mais aussi remettre à jour des recherches qui ont été très puissantes pendant l'anniversaire de 2021, avec une grande exposition au Louvre, un grand travail qui a été fait et qui continue d'être fait sur le XXe siècle par l'École française d'Athènes, mais c'est surtout le début d'un travail renouvelé de 3 ans. Donc, je salue l'initiative de l'Institut français de Grèce. J'espère que nous aurons la possibilité d'entraîner de nouveaux jeunes chercheurs sur ces questions, d'avoir de nouveaux projets d'édition, des missions de terrain coordonnées, évidemment des résidences sur place. Je trouve toujours que dans nos réflexions, on pourrait aussi avoir une recherche historique et militaire, comme le font les Anglais. C'est vrai que les War Museums sont des traditions que nous essayons ici de développer avec le musée de la guerre, et j'espère que ce sera donc 3 années riches, et j'ai une immense gratitude à tous ceux qui croient comme moi que nous pourrons avancer sur la recherche scientifique avec ces journées. Bien sûr, je veux saluer le ministère de la Culture et le Parlement, qui est toujours un partenaire extrêmement riche de nos échanges. Pour l'année prochaine, vous le savez, nous faisons venir du musée des Beaux-Arts de Bordeaux la toile de Delacroix, La Grèce expire à Missolonghi, et nous aurons, j'espère, également l'occasion de reparler de ce moment de Missolonghi. Merci infiniment aux équipes de l'Institut français de renforcer à travers ce type d'initiative des liens scientifiques, et puis de nous tourner vers des réflexions peut-être plus contemporaines avec des projets européens qui pourraient être entamés à l'occasion de nos colloques. Un grand merci à tous et bonne journée. Madame l'ambassadrice, Madame la directrice de l'Institut français de Grèce, chers
Κυρία Πρέσβη, κυρία Κόλουθε του Αλκονστιτούτου, αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη χαρά σήμερα λαμβάνω το λόγο για την έναρξη αυτής της ημερίδας που έχει τεθεί στην ηγεσία, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, σε συνεργασία με με το Κοινοβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, το Ελληνικό Ίδρυμα Ερευτών, τη Γαλλική Σχολή της Αθήνας και τις εκδόσεις Ανάβαση. Η Γαλλική Σχολή Αθηνών χαιρετίζει αυτή την συνεργασία και ευχαριστεί τους συνεργάτες της για τη νέα αυτή ευκαιρία που δίνεται για να αναδειχθεί η επιστημονική συμβολή στην επιστήμη, στην αρχαιολογία, την ιστερία της επιστημονικής αποστολής του Μοριά και συνδέει έτσι με τις χαρτογραφικές πρακτικές των ημερών μας. Η αποστολή του στρατηγού Μασόν και η έλευση των επιστημόνων στη συνέχεια αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδος-Γαλλίας, αλλά θέτει και τις βάσεις για μια επιστημονική συνεργασία που διαρκής και έντονη μεταξύ των δύο χωρών. Μία συνεργασία που μεταφράζεται σε θεσμικό επίπεδο με τη δημιουργία της Γαλλικής Σχολής Αθηνών το 1846. Η συγγραφή αυτής της κοινής ιστορίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, έχει αναλυφθεί από την ΕΦΑ, τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, η οποία προσπαθεί να αποσαφηνίσει τις συνθήκες και την παραγωγή της ελληνικής γραφής στην Ελλάδα το 19ο αιώνα και να αποτυπώσει τον επιστημονικό διάλογο Ελλάδας-Γαλλίας. Το πρόγραμμα της σημερινής ημερίδας αναδεικνύει τη ζωηρότητα αυτής της συνεργασίας, συνενώνει λόγιους Έλληνες και Γάλλους. Πολλοί εξ αυτών ήταν μέλη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών για να παρουσιάσουν τη νέα ερμηνεία σημαντικών εργασιών και έργων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής. Και όπως μόλις το υπενθύμησε η πρέσβης, οι εορτασμοί αυτοί αποτελούν συχνά μια ευκαιρία να γιορτάσουμε μεγάλες στιγμές μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και ευκαιρία ανανέωσης της ματιάς μας ως ιστορικών για τα γεγονότα αυτά. Chorégraphique toujours changeant et j'espère et je suis convaincu que c'est cette journée et celles qui suivront dans les années prochaines seront l'occasion de renouveler ce regard historiographique sur l'expédition de Morée. Alors, je voudrais, pour terminer, remercier tout particulièrement Katerina Spiropoulou de l'Institut français de Grèce, qui a été la cheville ouvrière de cette journée et avec laquelle c'est un plaisir de travailler. Voilà, donc je nous souhaite à tous une excellente journée consacrée aux travaux de l'expédition scientifique française de Morée. Merci. Bonjour. Je vais vous parler en grec. Madame l'ambassadrice. Για την επιστημονική και πανεπιστημιακή συνεργασία. Madame la directrice de l'Institut français, mesdames et messieurs, chers amis, la relation de la Fondation hellénique des recherches avec l'expédition française scientifique de Morée a des racines très profondes. Déjà, nous avions un programme autour des textes de voyage qui étaient en cours pour identifier les trajets et les études de ces textes déjà depuis le 15e au 19e siècle dans la Méditerranée orientale et en Europe orientale.
Dans le cadre de ce programme avec lequel nous collaborons étroitement avec Giorgos Stolias, actuellement professeur à l'école pratique des sciences sociales, qui est bien sûr parmi nous aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur le Péloponnèse et notamment sur Manis en préparant des parcours et des modèles sur le trajet des voyageurs. Bien sûr, ceci n'aurait pu se faire sans Giannis Itas, architecte et ethnologue, qui nous a dévoilé tous les secrets de la région, qui a partagé généreusement ses connaissances avec nous. En travaillant sur le Péloponnèse, inévitablement, nous avons également traité de la question de l'histoire de la Morée, qui nous a permis de mieux comprendre l'histoire du Péloponnèse après l'indépendance de la Grèce. Sous la direction scientifique de Giorgos Stolias, avec la participation de l'École française d'Athènes, des éditions Mélissa et avec le financement de Moréas, en 2018, un programme a été mis en place intitulé Sur les routes de Morée. Et l'expédition de 1829, exposition et application numérique. Effectivement, nous avons mis en place une application numérique où nous avons présenté une grande partie de cette mine d'informations qui nous a été léguée par cette expédition. C'est une œuvre qui a été présentée à Kalamatas et qui ensuite, en 2021-2022, avec un financement d'Helvec et dans le cadre de programmes compétitifs sur l'histoire, sur l'anniversaire, célébration de l'indépendance grecque, nous avons pu représenter tous ces documents. Le thème était le paysage entre 1821 et 1832, la présentation d'un atlas Hystopia basé sur des informations de la lutte de l'indépendance et des témoignages. Des collaborateurs stables de cette aventure, Eleni Gazolou. Dans ce cadre, et tenant compte de l'intérêt scientifique permanent de la Fondation des recherches sur les sciences humaines et sur la numérisation des données historiques, nous avons eu en 2024 la mise en place de l'atelier d'historiographie représenté ici par Michalis Festas. En réalité, depuis l'expédition scientifique du Morée jusqu'en 1829 à ce jour, nous sommes confrontés au même défi. Comment peut-on traduire ces témoignages, cette documentation historique? De nouvelles approches, de nouvelles études de l'espace apparaissent. Pour toutes ces raisons, la proposition de l'Institut français et de l'École française de collaborer dans le cadre de cette journée d'études sur l'expédition française scientifique du Morée a bien été accueillie. En tant que directrice adjointe de la Fondation nationale des recherches, je voudrais très chaleureusement remercier l'Institut français de Grèce pour cette initiative et notamment M. Mathieu Agral, l'attaché culturel de la coopération scientifique et universitaire, Madame Spiropoulou pour son soutien sans faille, Madame Nefeli, dans le cadre et notamment la directrice, Madame Véronique Chankowski de l'École française d'Athènes et le directeur des études, Monsieur Gilles de Rapper. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée d'études.
Bonjour, je m'appelle Giannis Saïtas et je vais vous parler sur l'œuvre de la mission scientifique de Moret, 1829-1838, tome 1, 2011, et tome 2, 2027. 17 plutôt. Πρόσωποι των φορέων οργανωτών της σημερινής ημερίδας. Αγαπητές φίλες. Mesdames et messieurs, les représentants des organismes organisateurs de la journée d'aujourd'hui, chers amis, c'est un honneur de participer à cet événement, prélude à une série d'actions sur l'image, les images de titres des 8 livres de la principale série scientifique de l'expédition progressivement publiée entre 1831 et 1838. Ils comprennent 420 pages et autant de planches. Vous pouvez voir également les différents tomes de l'archéologie et des épigraphes, entre autres. La carte de Moret de 1832 occupe une place particulière. L'objet de cette introduction est de présenter brièvement l'édition grecque qui a été publiée par la maison d'édition Mélissa en 2 parties. La première, il y a 4 ans, la deuxième, il y a 8 ans. Ici, vous pouvez voir les couvertures des 2 livres et les 2 folios de cette édition qui avait pour objectif de rendre accessible au public grec et au grand public l'œuvre emblématique de la mission scientifique française dans le Péloponnèse, en incitant ainsi la communauté scientifique à approfondir et explorer davantage les facettes du sujet. Je présente ici quelques informations, quelques illustrations telles qu'elles apparaissent dans l'édition grecque. Il y a 3 étapes entre la fin du XVIIIe et du XXe siècle. La politique de la France a systématiquement tenté de combiner l'ingérence politique, économique et militaire avec l'expansion de son rayonnement et son influence dans la région de l'Orient et de la Méditerranée, et ce, dans une région où la France, l'Angleterre et la Russie se livraient à une concurrence acharnée pour réaménager le pouvoir au moment où l'Empire ottoman commençait à se désagréger et l'expansionnisme européen vers l'Afrique s'étendait. Le modèle de ces missions scientifiques est dû à Napoléon Bonaparte, qui a rattaché la mission scientifique d'Égypte au corps expéditionnaire qui a tenté de conquérir le pays 1798-1801. 30 ans plus tard, 1828-1832, la mission militaire en Morée a été réalisée, à laquelle s'est jointe la mission scientifique. 10 ans plus tard, jusqu'en 1842, la mission scientifique qui fut rattachée à la mission militaire qui conquit l'Algérie. En juillet 1828, au cours de la 7e année de la guerre d'indépendance des Grecs, 10 mois après la destruction de la flotte turco-égyptienne à Navarin et 7 mois après l'arrivée du gouverneur Capodistrias à Nauplie, les 3 puissances européennes ont décidé d'envoyer un corps expéditionnaire français en Morée. Vous pouvez voir les chefs des flottes navales armées lors de la bataille navale décisive de Navarin: Codrington, D'Erigny et le russe Hayden. À droite, Capodistrie est la scène de son assassinat à Nauplie en septembre 1831. Le 30 juillet 1828, au nom des 3 puissances, le général Maison, à la tête de 15 000 Français, débarqua en Messénie avec pour mission d'imposer la trêve entre les Turcs et les Grecs en guerre et de superviser l'évacuation du Péloponnèse par l'armée d'Ibrahim. Ici, vous pouvez voir le général Maison lors de ses rencontres avec les Égyptiens à Navarin, avec les Turcs au château de Morée. Alors que la campagne française en Morée se préparait, le département des Beaux-Arts du ministère français de l'Intérieur a soumis le 28 juillet 1828 un mémoire détaillé au ministre Martignac concernant l'organisation d'une mission scientifique sur les territoires du futur État grec. Donc, 2 jours avant d'arriver à Navarin, dans le Péloponnèse,
maison fait cette proposition. La proposition fut approuvée en novembre et l'organisation fut confiée à l'Institut de France. Le comité prévoyait la création de 3 sections, histoire naturelle aux sciences physiques, archéologie et 3 architecture, sculpture correspondant aux 3 académies de l'Institut. 20 scientifiques, artistiques, militaires ou non, ont composé ces différents départements. Le département des sciences naturelles comprenait 7 à 10 personnes, avec pour directeur le colonel Bory de Saint-Vincent, éminent naturaliste et géographe, vous pouvez le voir ici à droite, et la composition des 3 départements à gauche. Le géographe, ingénieur, minéralogiste, géologue Boblet était le principal responsable. D'autres membres, il y avait des zoologistes, un botaniste, des géologues, le peintre Bacuet. La section d'archéologie comprenait 6 personnes. Le directeur, âgé de 48 ans, égyptologue Dubois, assisté de l'archéologue Lenormand, que vous pouvez voir à droite, et pour collaborateur le jeune peintre Duval, le paysagiste Trézel, et Mikhail Sina, probablement en tant qu'interprète. Cette équipe se dissolut très rapidement. Le département d'architecture comprenait 5 personnes, avec pour directeur l'égyptologue Dubois et les assistants Duboisier, Poirot et le philologue de Gournay. De Blouet au centre, à droite, le topographe, cartographe Pétier. Dans cette chronologie pour la période 1827-1833, les 2 zones supérieures indiquent les événements marquants qui se sont produits dans le contexte grec et dans le contexte des 3 puissances protectrices européennes. Ces événements, dans les 2 zones inférieures du diagramme, sont liés aux principales actions de la mission militaire et scientifique française. Les membres de la mission scientifique ont quitté Paris au début du mois de janvier 1829. Ils se sont rassemblés à Toulon. Ils ont voyagé vers la Grèce à bord de la frégate Kivel et ont débarqué à Navarin le 3 mars. Alors que le projet initial prévoyait que cette exploration durerait 1 an, les difficultés rencontrées ont fait que l'essentiel du travail a été réalisé en 3 à 6 mois. Malgré les conditions défavorables et les multiples difficultés, grâce aux ailes des membres qualifiés, des recherches, des enregistrements, des relevés et la collecte de matériel divers a été effectuée dans le Péloponnèse, les Cyclades et l'Attique. En France, l'analyse et le traitement du matériel s'est poursuivi en vue de la préparation de la principale série scientifique publiée entre 1831 et 1838. Une nouvelle page a été écrite donc dans l'histoire de la naissance de l'État grec, contribuant ainsi à la lutte pour la reconnaissance nationale. Je me concentre maintenant sur l'édition grecque qui a été publiée en 2 étapes. En 2009, après plusieurs années d'études et l'organisation du matériel, j'ai soumis une proposition à la maison d'édition Mélissa pour la production de cette édition. Certains travaux avec Vassilis Panayotopoulos avaient déjà été entrepris. Les sœurs très dynamiques Annie et Athina Raga de Mélissa ont répondu avec enthousiasme et se sont chargées de ce projet complexe. Le soutien moral et financier a été apporté par la Société technique Moréa qui construisait à l'époque l'autoroute qui relie désormais la capitale Athènes au sud-ouest du Péloponnèse. La préparation de l'édition a commencé systématiquement en 2010 et s'est poursuivie jusqu'en 2017 en exploitant les données conservées en France et en Grèce. 21 scientifiques spécialisés ont contribué avec 25 articles approfondis sous la coordination et la supervision de moi-même. L'introduction a été rédigée par l'historien Vassilis Panayotopoulos, qui a maintes fois encouragé les démarches visant à mettre en valeur le travail de l'expédition.
Bien que limitée dans son ampleur, la contribution de l'École française d'Athènes a soutenu cette publication d'intérêt franco-grec et l'ancien directeur de l'école, Alexandre Farnoux, a contribué à cette publication par un article éclairant dans lequel il explore le lien entre la mission scientifique de Morée, la fondation et l'évolution de l'École française d'Athènes depuis 1846. Vous pouvez voir le bâtiment de l'école inauguré en 1873. Alexandre Farnoux a également pris en charge les frais de traduction des textes de la première partie en français et en anglais. L'ambassade de France à Athènes a contribué à obtenir les cartes manuscrites de Paris, tandis que les responsables du service historique, de l'armée et du ministère français de la Défense nationale ont autorisé la mise à disposition du matériel cartographique sous forme numérique et ont supervisé sa reproduction et son envoi. En 2011, nous avons eu la première partie de l'édition grecque qui était consacrée à l'œuvre du département des sciences naturelles. Les auteurs, Lollios, Saïtas, Dolias, Sakopoulos. Les textes ont été traduits en anglais et en français et publiés dans des numéros séparés, comme vous pouvez le voir sur l'écran. En mai 2017, la deuxième partie a été publiée, consacrée aux travaux des départements d'archéologie et d'architecture, de sculpture et d'épigraphie, publiée par Abel Blouet. Le volume grec comprend 18 chapitres rédigés par 16 auteurs. Les auteurs sont Athanasoulis, Sarapogiannis, Zafiropoulou, Farnoux, Jost, Katakis, Korès, Kourinou, Lollos, Matfeu, Palagia, Saïtas, Simandoni Bournia, Tournikiotis, Tsakopoulos. Ce volume, qui, comme vous pouvez le voir sur l'écran, n'est pas sur l'écran, a été présenté par l'École française d'Athènes. Il comprend ce tome des approches analytiques, des documents par zone géographique et certaines sections thématiques et complémentaires. Les recherches contemporaines des auteurs examinent les écrits anciens, médiévaux et post-médiévaux, commentent la fiabilité des opinions de l'expédition, évaluent leur contribution par rapport aux témoignages antérieurs. 66 reproductions de gravures sont incluses dans le folio. Voyons maintenant la première partie de l'édition grecque de 2011 qui présente les travaux du département des sciences naturelles. Après les épreuves de la guerre de 7 ans, le Péloponnèse était un lieu dévasté avec des ruines dans tous les domaines. Il est décrit en détail par Bory de Saint-Vincent dans les 10 chapitres de 470 pages du premier volume. Le voyage a duré 6 mois. Tout ceci est décrit donc dans son volume intitulé « Relations ». Bory voulait donner un récit vulgarisé sous la forme d'un reportage en direct sur la Grèce contemporaine. Les textes du récit sont illustrés par une série de 33 tableaux. Elles contiennent des vues de paysages, des portraits, des thèmes cartographiques. Vous avez ici une vue d'Arcadia dans un dessin de Bacuet. Des instantanés du voyage sont donnés dans les lithographies. Les déplacements sur Terre se faisaient à pied, en petits groupes, rarement à cheval, avec un guide. Les bagages étaient transportés par des mulets. Ici, Tripoli et Mistra. Instantané ici est l'ancienne Mécène, aux sources de l'aqueduc de Navarin et aux sources du Pamissos. Ici, vous avez 4 portraits, Petrombei, Miaoulis, Nikitaras, Kolokotronis, dessinés par Vaudrimet. Ici, vous pouvez voir des dessins topographiques, manuscrits, réalisés par Bory
dans les régions de Navarra, Neda, Corifas et Ancienne Pilos. Il faut noter que dans la bibliothèque de Gennadios sont conservés 56 manuscrits topographiques réalisés sur place par le peintre Bacuet. Ici, vous pouvez voir la place de Methone. Le deuxième volume des sciences naturelles est consacré à la géologie et à la minéralogie. La géographie fournit des informations sur le réseau trigonométrique et les autres caractéristiques de la nouvelle carte de la Morée. Le livre fournit des statistiques sur la population qui, en 1830, était évaluée pour la Morée et les îles à 530 000 habitants. Boblet a également rédigé une étude importante sur le Péloponnèse, sur la géographie antique du Péloponnèse, publiée dans un ouvrage séparé. Dans la géologie, minéralogie, sont contenues des données sur la géographie, la géologie et la minéralogie. Les volumes consacrés à la zoologie et la botanique présentent plus de 3000 espèces des deux règnes organiques, beaucoup présentées pour la première fois. On y trouve 54 lithographies d'animaux et 37 de plantes. Deuxième partie maintenant de l'édition grecque de 2017 qui présente les travaux des départements d'archéologie, architecture et sculpture. Il faut dire que le département d'archéologie a rencontré le plus d'obstacles, ce qui a eu pour conséquence de ne pas publier ces documents. Et la principale source d'information sur le travail des archéologues reste le journal de Dubois qui décrit ici les fouilles à Olympie du 9 au 17 mai 1829. Ils ont été achevés par les architectes plus tard. Les membres du département d'architecture et de sculpture parcourent le Péloponnèse, les Cyclades et l'Attique en suivant des itinéraires prédéfinis dans le but de localiser les sites antiques. Ils se sont appuyés sur les textes de Pausanias et surtout de la bibliographie de l'époque. Au total, ils ont effectué 56 itinéraires d'une durée de 430 heures. Les descriptions des itinéraires sont détaillées et chronométrées avec une référence à tous les éléments de l'espace naturel et anthropique. Les architectes ont effectué des travaux topographiques et archéologiques à Mécène, Olympie, Argos, Sparte, etc. Leurs documents sont inclus dans les 430 pages des 3 volumes grand format publiés en 1831, 33 et 38. Vous pouvez voir ici les frontispices. C'est des 3 volumes qui contiennent 265 tableaux avec 948 illustrations. Ici, vous pouvez voir le premier volume qui comprend les textes et tableaux, dont 26 sont consacrés aux ruines de l'ancienne Mécène. Dans le deuxième volume, les textes sont accompagnés de 86 tableaux représentant des monuments. Dans le troisième volume, nous avons des documents qui proviennent des îles, en particulier des Cyclades. À Égine, ils ont étudié le temple d'Affaires. À Vilos, ils ont représenté la multitude des tombes pillées avec les sculptures jetées, les colonnes en relief. Au total, plus de 200 thèmes sculpturaux ont été intégrés dans au moins 70 tableaux. La publication comprend également 322 inscriptions, certaines connues, d'autres pas. Mais l'intérêt du groupe ne s'est pas limité aux monuments de l'Antiquité classique et primitive, mais s'étendait également aux églises byzantines, post-byzantines, aux ruines médiévales, aux habitats contemporains et aux constructions rurales. Les vestiges du passé byzantin, qui jusqu'alors ne faisaient pas l'objet d'études, ont fait l'objet de leurs études et ont été répertoriés, photographiés pour la première fois. En décembre 1829, Abel Blouet et Ravoisier arrivèrent à Athènes. Ils ont visité la ville et ont représenté certains monuments célèbres comme le Thésée, la bibliothèque d'Adrien,
la porte d'Athénas Archigétis, le temple d'Olympe Zeus et le château de l'Acropole. Ils terminèrent leur périple en Grèce en parcourant l'intérieur des terres du Péloponnèse et quittèrent Navarin pour la France le 29 décembre 1829. La cartographie maintenant du Péloponnèse. La rédaction d'une carte précise du Péloponnèse à laquelle Capodistrias travaillait depuis 1827 était une priorité fondamentale pour les Français. Ici, vous pouvez voir la carte avec des triangulations. Pour les travaux, des théodolites de Huy ont été utilisés, comme ceux pour la triangulation de la carte de France. Jusqu'en janvier 1831, la triangulation était terminée. 134 stations géodésiques ont été identifiées. De nombreux plans préparatoires ont été détaillés sur place ou bien ils ont été redessinés en France. Ici, vous pouvez voir la région d'Argolide et de Nèves en Messénie. Tant sur les feuilles préliminaires que sur les feuilles imprimées de la carte sont indiqués des villages, des églises, des fortifications, des douanes, des moulins, des fontaines, des citernes, des sites archéologiques. Sur la carte de l'image, vous pouvez voir le réseau routier où sont indiquées les routes, comme par exemple 79 ponts, 43 hôtels, etc. Les travaux de conception et de gravure de la carte en 6 feuilles à l'échelle 1/2000 ont été achevés au début de l'année 1832 et la publication a eu lieu l'année même. Vous pouvez voir ici la carte et son cartouche. Concernant la qualité de cette carte, Bory de Saint-Vincent remarque qu'elle est préférable en termes de précision, de nombre et de véracité des données à 9/10 de toutes celles qui ont été publiées pour le reste de l'Europe, sans exception. Les géographes ingénieurs français ont également réalisé des relevés topographiques des villes et de leurs environs. Au total, ils ont réalisé 24 planches pour 10 villes. Ici, vous voyez Coroni, le port de Navarino, Cato Navarino et Pano Navarino. Les travaux des géographes français se sont poursuivis entre 1832 et 1834 pour tracer la carte de la ligne de démarcation des frontières du nouvel État, conformément aux décisions des congrès de Londres de 1830 et 1832. Et de 1833 à 1849, les Français ont réalisé les travaux de cartographie qui aboutirent à la carte de la Grèce, publiée en 1852 en 20 feuilles à l'échelle 1/2000. Vous pouvez voir ici le travail final de la carte de Morée. En conclusion, le travail de l'expédition a marqué le début d'une nouvelle ère en matière de documentation du territoire grec. La publication a apporté un renouveau important car elle insistait sur le caractère scientifique de la représentation du lieu. Mais de nombreux documents inédits et précieux liés aux organisateurs et aux membres de la mission scientifique et militaire restent inédits en France et en Grèce. Comme le souligne l'historien Panayotopoulos dans l'introduction de l'édition grecque de 2011, et je le cite, « Reconnu par la communauté scientifique européenne depuis 2 siècles, le travail de l'expédition scientifique française en Morée peut être approfondi, exploité davantage. Et nous espérons que la présente édition soit le point de départ d'un regard renouvelé sur les conditions de constitution de l'État grec moderne et sur les relations franco-helléniques que les 2 communautés considèrent comme un héritage culturel. La période 2025-2029 constitue une excellente occasion d'approfondir cette étude, comme le souhaitent les organisateurs de la présente journée d'études. Je vous remercie et j'aimerais dire ma fille, comme toujours, Hiro Saita, m'a beaucoup aidé. Merci.